Les algorithmes d'intelligence artificielle, vous en avez partout. Vous entendez parler des voitures autonomes, et c'est pas que en entendre parler. Vous avez des véhicules autonomes aujourd'hui. Alors en Europe, ils sont plutôt en test et on les essaie, mais vous allez aux États-Unis, il y a des villes où il y a des véhicules autonomes qui sont opérationnels. Vous les avez dans les chatbots ou les chats GPT que vous utilisez quotidiennement. Et puis dans les algorithmes de recommandation, enfin les algorithmes d'IA, vous en avez juste partout. Et qu'est-ce que c'est finalement un algorithme qu'est-ce que c'est qu'en fait l'intelligence artificielle? Un algorithme, il fait quoi? Il prend des données, et c'est des données, c'est quoi? C'est des images, c'est du son, c'est des textes. Et puis, l'algorithme, il va vous donner une estimation, il va classifier. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre il va prendre les données initiales, les images, les sons, les textes, et puis il va vous donner une réponse qui va correspondre à une question que vous posez. Exemple, vous envoyez une image, vous voulez savoir si, oui ou non, est-ce que c'est un animal ou est-ce que c'est pas un animal? Est-ce que l'image que vous envoyez, est-ce que c'est l'image d'un chat ou l'image d'un chien? Eh bien, en fait, les algorithmes qui sont derrière, ce sont des algorithmes qui vont prendre ces données, prendre ces images, et qui vont être capables de vous dire, de classifier, c'est-à-dire de dire en gros, est-ce que cette image c'est un chat ou est-ce que c'est un chien? Alors je prends l'exemple du chat et du chien, vous me direz c'est ridicule, on s'en fiche. Mais en fait, c'est la même idée, c'est les mêmes mécanismes qui sont derrière quand vous allez vous développez une voiture qui va conduire toute seule, un véhicule autonome. Pourquoi? Parce que le véhicule autonome, il va se promener dans la ville, il va arriver à une intersection, et il va regarder, il va se poser la question, est-ce que je suis à un stop, est-ce que je ne suis pas à un stop, est-ce que je peux tourner à droite, est-ce que je ne peux pas tourner à droite, etc. etc. Et c'est les mêmes questions, c'est les mêmes mécanismes qui sont derrière. Et donc, je vais être un tout petit peu abstrait pendant 2-3 transparents, mais vraiment un tout petit peu, et après on reviendra à des choses très concrètes. On part avec des données, d'accord? On a un algorithme, et puis l'algorithme, il envoie une réponse estimée. Donc ça veut dire qu'il va répondre à une question. Et alors, en fait, il y a quelques problèmes d'IA qu'on peut déjà très facilement résoudre, enfin, en tout cas qu'on peut expliquer, avec des outils de maths du lycée. Je vous donnerai après un lien, et pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir. Et puis on va en traiter un ici, le premier, qui est de la reconnaissance de caractère, c'est-à-dire voir comment est-ce que, en fait, avec les outils que vous maîtrisez aujourd'hui, vous êtes capable de faire de la reconnaissance de caractère, c'est-à-dire que vous scannez, vous prenez une photo d'un caractère, et derrière, vous êtes capable, vous développez un algorithme, un outil qui va être capable de reconnaître le caractère. Mais il y a d'autres exemples qui sont très bons. Très bien. Donc alors, premier transparent, donc là, de nouveau, un tout petit peu abstrait. Le modèle mathématique d'un algorithme d'intelligence artificielle, ce qu'il fait, c'est que vous avez en entrée une donnée. Vous voyez, ici, c'est un caractère. C'est une petite photo d'un caractère, c'est d'un 2, d'accord? C'est des données qui sont assez complexes et assez grosses, parce que vous savez, quand vous prenez une photo, c'est beaucoup, beaucoup de données. Donc, c'est quelque chose de très, très gros. Et l'algorithme, en fait, il fait deux choses. La première, c'est qu'il va aller d'abord calculer des caractéristiques spécifiques de la petite photo que vous avez prise. C'est-à-dire que vous partez d'un champ de données qui est immense, très très gros, pas structuré, complexe, etc. Et vous en tirez 2 ou 3 petites données élémentaires qui sont des caractéristiques de la photo que je viens prendre ici, ou de la donnée initiale. Donc le premier, c'est le calcul de caractéristiques. On va voir très concrètement ce que ça va vouloir dire juste après. Et puis une fois que vous avez ça, eh bien vous avez utilisé ces caractéristiques pour faire de la classification. Et la classification, c'est simplement de se dire, compte tenu de ces caractéristiques, je suis capable de savoir si c'est un 2 ou si c'est un 7, si c'est un chat ou si c'est un chien, s'il y a un stop ou s'il n'y a pas de stop, etc., etc., etc. Si vous êtes capable de faire ça, en fait, vous êtes capable de répondre à des questions très, très complexes. Alors, et à la fin, ça donne une estimation. Mais c'est une estimation, ce n'est pas la vérité. Ça veut dire qu'en fait, l'algorithme, il peut se tromper. Et c'est ça, une des questions fondamentales derrière les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est comme ils se trompent, le but du jeu, c'est d'arriver à calculer, à trouver des algorithmes qui sont capables de se tromper le moins possible. Alors merci beaucoup. Et donc pour ça, en fait, à chaque fois que vous avez un algorithme, l'algorithme, il est paramétré on va voir comment il est paramétré, mais pour chaque paramétrage de l'algorithme, vous avez en fait un taux d'erreur qui est calculé. Et donc, ce qu'on fait au fur et à mesure, c'est qu'on essaye de trouver le bon paramétrage de l'algorithme. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de l'apprentissage, parce qu'en fait, l'algorithme, on lui envoie des données, d'accord? Il va changer, on va faire évoluer les paramètres, on va apprendre
en fait, quels sont les bons paramètres sur des exemples qu'on lui donne en entrée, pour être capable de savoir, en gros, quel est le bon réglage qui va minimiser le taux d'erreur. Pourquoi vous voulez minimiser le taux d'erreur? Parce que vous voulez être sûr qu'à la fin, quand vous avez un chat en face de vous, c'est bien un chat et que vous n'êtes pas trompé, que vous n'avez pas dit que c'était un chien. Et que quand vous étiez à vos volants de votre voiture, quand il y a un stop, eh ben on s'arrête, on arrête bien la voiture et on n'est pas en train de confondre le stop avec un, je ne sais pas, autre chose. Monsieur le préfet, voilà. Bon, et donc, vous avez donc la phase d'apprentissage, et après, on fait des phases de test qui vérifient qu'en fait, l'algorithme fonctionne. Alors, si on peut aller au... On va prendre un exemple très concret maintenant pour voir ce que ça veut dire. Vous écrivez sur votre enveloppe, peut-être que vous envoyez plus rarement des courriers que dans un temps que nous avons connu. Mais enfin, malgré tout, de temps en temps, il vous arrive d'écrire une carte postale ou d'envoyer... voilà. En fait, derrière, il n'y a pas quelqu'un qui lit l'adresse et puis qui rentre l'adresse sur un ordinateur. En fait, ce que vous écrivez, quand vous écrivez l'adresse, elle est photographiée. Et puis derrière, il y a la reconnaissance de caractères, les mêmes algorithmes que vous avez sur votre téléphone aujourd'hui, qui sont capables en fait d'identifier chacun des caractères. Comment ça marche? Alors, on va faire un truc qui est pas l'algorithme complètement général, parce que c'est un petit peu compliqué, mais un truc très simple, où on va s'amuser à reconnaître les 7 et les 2. Donc évidemment, ce n'est qu'un morceau du travail, mais c'est quand même un morceau intéressant. Donc, vous voyez ici, il y a des 7, donc c'est une série d'exemples où il y a des gens qui ont écrit 7, et vous voyez qu'en fait, il y a plein de façons différentes d'écrire des 7. Hein. Alors, en particulier, vous savez que les Américains, ils ne mettent pas la barre, par exemple. Donc, il n'y a pas la barre ici au milieu. Donc, vous voyez, il y a une grande variété de 7. Et puis, des 2, pareil, il y a une grande variété de 2. Comment on fait pour reconnaître ça? Alors, première chose... Merci, voilà, parfait. Avant, il faut que juste un tout petit transparent avant de rentrer dans l'explication. Quand vous prenez une photo, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en technologie, mais une photo, c'est quoi? C'est un ensemble de pixels. C'est-à-dire que c'est un ensemble de petits points qui sont disposés sous la forme d'un grand tableau, d'une grande matrice comme ça. Et puis, la couleur, là, ce sont des niveaux de gris, donc c'est du noir et du blanc, enfin des niveaux de gris. Eh bien, ils sont codés, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur numérique qui vous indique à quel point on est sur une couleur blanche ou une couleur foncée. Et donc, il y a un code universel. Quand vous êtes sur 0, vous êtes sur du noir absolu, et ça va jusqu'à 255, et 255, c'est du blanc complet. Donc, en fait, votre image, quand vous avez le 2 qui a été comme ça, en fait, c'est un tableau, qui a un tableau de chiffres. Là, il y en a 28 par 28. Et puis, dans chaque case, vous avez une valeur qui vous dit quelle est la couleur. C'est ça votre donnée initiale. C'est la photo, vous prenez la photo sur votre appareil numérique. C'est ça qui est dans le fichier, le fichier JPEG que vous avez sur votre appareil. Alors, si on va au transparent suivant, si je regarde maintenant, vous avez au tableau, vous avez un 2 à gauche et puis un 7 à droite. Et l'intuition, en fait, pour essayer de comprendre comment on va différencier le 2 et le 7, parce que pour vous, c'est évident, mais pour l'ordinateur, la seule chose qu'il voit, c'est qu'il voit un gros tableau de chiffres. Et donc, ce n'est pas du tout évident pour lui de savoir, en gros, où est le 2 et où est le 7. Par contre, si on regarde bien, en fait, on se rend compte, vous voyez, tout en bas, là, il y a beaucoup de grandes valeurs. Pour le 2, il y a beaucoup de grandes valeurs dans la partie basse. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous écrivez le 2, il y a beaucoup de traits dans la partie basse de la photo. Et puis, quand vous écrivez un 7, c'est plutôt le contraire. Vous avez des grandes valeurs dans la partie haute. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de caractériser ça? Eh bien, l'idée, elle est très très simple, finalement, si on va au transparent suivant, c'est de dire, je vais couper l'image en deux, horizontalement, au milieu, et puis je vais calculer la moyenne de la valeur des pixels dans la moitié haute et dans la moitié basse de l'image. Et ça va me faire, pour chaque image, 2 caractéristiques. Donc ça veut dire que je pars en fait d'une image initiale qui est une image très compliquée, avec un gros tableau de chiffres très compliqué, etc. Et on fait quelque chose de très simple qui va nous permettre de caractériser, de donner 2 paramètres pour chaque image. C'est la moyenne de la valeur des pixels sur la partie haute et la moyenne dans la partie basse. Dit autrement, c'est quelle est la quantité de traits
puisque cette moyenne, finalement, elle indique à quel point j'ai griffonné la partie haute de l'image et la partie basse. Et donc, en fait, j'ai ces deux caractéristiques qui me disent, est-ce que j'ai beaucoup mis de traits sur la partie haute de mon image, ou est-ce que j'en ai beaucoup mis dans la partie basse? C'est les deux valeurs que je vais appeler x1 et x2. Et donc, en fait, à chaque fois que j'ai une image, je sors ces deux chiffres, x1 et x2. La magie de l'IA, elle repose beaucoup, et ça, c'est pour ça qu'il y a une dimension, entre guillemets, de cuisine encore dans les algorithmes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui, c'est qu'elle repose beaucoup sur cette capacité à passer d'un système très complexe, c'est-à-dire une image très complexe, à la caractérisation par un nombre limité de paramètres qui sont des paramètres pertinents, c'est-à-dire qui ont du sens, et sur lesquels on va pouvoir après faire de la catégorisation. Donc là, je vous les donne, je ne vous ai pas fait réfléchir parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est facile de faire ça, en fait, et puis surtout, l'ordinateur, il est capable de calculer ces deux moyennes, x1 et x2, très facilement. Donc une image, deux paramètres, x1 et x2. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va les placer dans un plan. Il y a un petit repère ici où vous avez x1, x2, et donc vous avez à droite la moyenne du pixel, des pixels qui sont en haut, et puis x2, la moyenne des pixels qui sont en bas. Donc à chaque fois que j'ai une photo d'un chiffre, paf, je peux sortir un point sur mon diagramme. Alors on va aller au transparent suivant, merci beaucoup. Et en fait, l'idée centrale, on va juste pour l'instant prendre en fait toutes les données. Donc on a demandé à plein de gens de travailler en écrivant des 2 et des 7 sur des bouts de papier. On les a pris en photo. On prend après, pour chaque photo, on coupe la photo en deux, la partie haute, la partie basse. Et puis on met les petits points, on va mettre les points dans le plan pour regarder quelle tête ça a. Et puis après, on va regarder si on peut en tirer quelque chose. Donc vous voyez, ici, là, on a juste pris, il y a 4 points seulement, 4 images. Il y a 2 images de 2, et puis 2 images de 7. Et puis, ils ont leurs valeurs, x1 et x2, qui ont été calculées, qui sont positionnées sur le graphique. Alors là, on ne voit pas grand-chose, mais on va passer à la partie, voilà. Et donc, on va représenter, donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de représenter tous ces points sur plein d'échantillons, et puis on va regarder si on ne peut pas facilement les distinguer les uns des autres. Alors, je vais encore, voilà. Donc, première chose, je prends des données d'entraînement. Donc, j'ai fait travailler plein de jeunes lycéens à écrire des 2, d'accord. Donc, j'ai pris les photos, j'ai calculé les valeurs de x1 et x2, je les ai mises dans mon repère, et puis, vous voyez, il y a un beau nuage de points qui est là, qui montre qu'il y a une certaine diversité. Ils ne sont pas tous pareils, parce qu'en fait, il y a plein de façons d'écrire 2. Je vais faire pareil avec les 7. Voilà, et de nouveau, j'ai un autre nuage de points. Merveilleux. Mais vous voyez quand même, entre les deux graphiques, vous avez vu, le nuage de points n'est pas exactement au même endroit. Et alors, si maintenant on met les deux nuages de points ensemble, merci beaucoup, qu'est-ce qu'on voit? On voit, et ça c'est une très bonne nouvelle, on voit qu'en fait les deux nuages de points, finalement, sont assez distincts les uns des autres. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant pour faire ma classification? En fait, il suffirait que j'arrive à séparer mon plan ici, c'est-à-dire en gros trouver un moyen, par exemple géométrique, de découper mon plan qui est ici en 2 parties, et puis je vais automatiquement savoir, si je coupe mon plan en 2, je vais avoir une partie du plan qui va être essentiellement des 7, une autre partie qui va être essentiellement des 2, et puis le jour où j'ai une nouvelle image qui va arriver, je vais calculer les caractéristiques de cette image, et automatiquement, suivant là où est le point dans le plan, je vais savoir si c'est un 2 ou si c'est un 7. Alors, ici, donc vous voyez, vous avez le nuage de 2 qui est en haut, le nuage de 7 qui est en bas, et on voit bien qu'on a envie de couper, là, comme ça, le plan par au hasard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour couper de manière la plus simple possible? Une droite. Il faut toujours faire les choses les plus simples possibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver une droite qui va permettre de séparer, d'accord? Donc de faire un séparateur ou 2 clusters, enfin deux ensembles de points qui vont être distincts. Alors, vous voyez quand même, il y a un truc qui doit vous alerter quand même tout de suite, c'est que vous voyez que malgré tout, les deux nuages de points, ils ne sont pas complètement indépendants. Parce qu'il y a du bleu qui est mélangé au orange et du orange qui est mélangé au bleu. Donc quelque part, une fois qu'on va couper ça comme ça, là, on va forcément avoir des erreurs. C'est-à-dire qu'on va forcément avoir des points où on va se tromper. Bon, et ça, c'est la vie. Alors, merci beaucoup. Donc, c'était ce que j'étais en train de raconter. L'idée, c'est quelle frontière simple je peux faire pour séparer mes deux nuages de points. Et donc, derrière, je vais classer les images. Parce que ça, c'est mes exemples d'entraînement.
je vais trouver une façon de séparer le plan, et que maintenant, quand je vais utiliser l'algorithme, non plus pour m'entraîner et pour apprendre, mais pour cette fois-ci vraiment, là, quelque part, faire de la reconnaissance, j'ai une nouvelle image qui arrive, je calcule son x1, je calcule son x2, je place le point dans le plan, et suivant dans quelle partie du plan c'est, eh ben, je sais automatiquement si c'est un 2 ou si c'est un 7. Alors, voilà. Et donc, l'idée la plus simple, c'est de trouver, évidemment, une droite. Une droite, vous savez comment ça s'écrit, donc c'est une AX1 plus BX2 plus C égale 0. Et la question, évidemment, c'est par contre, c'est comment je fais pour calculer cette droite. Quelle est la bonne droite, c'est-à-dire quelle est la droite qui est la meilleure possible. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la meilleure possible? C'est celle qui, aujourd'hui, va faire probablement, enfin, une façon de voir, il y a plusieurs façons de répondre à cette question, mais la façon la plus naturelle, c'est de dire, la meilleure droite, c'est laquelle? C'est celle qui va faire le moins d'erreurs. C'est-à-dire qu'en gros, pour laquelle, une fois que je coupe le plan en deux, eh ben, le nombre de points orange qui sont du côté bleu et le nombre de points bleus qui sont du côté orange, ben, cette somme d'erreurs, on voudrait qu'elle soit la plus basse possible, qu'elle soit minimale. Donc derrière, en fait, on va avoir un problème pour calculer les paramètres A, B et C, c'est-à-dire la manière dont la droite coupe le plan. On va avoir un petit problème d'optimisation à résoudre, puisqu'on va chercher en fait à trouver la droite, donc la combinaison de ces trois paramètres A, B et C, qui va minimiser une somme d'erreurs. Donc ça, c'est un petit problème de maths, si on va au transparent suivant. Donc on a donc, la droite, qui est une droite AX1 plus BX2 plus C égale 0. Les paramètres, c'est A, B et C, c'est ça qu'on cherche, ce sont nos inconnus. Et l'apprentissage, vous entendez en permanence dire j'ai un algorithme d'IA qui fait de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? C'est calculer les paramètres A, B et C qui vont faire le moins d'erreurs possible dans la phase dans les exemples d'entraînement sur lesquels on travaille aujourd'hui. Alors, ce calcul des paramètres A, B et C, alors il pose pas mal de difficultés pratiques, et en particulier, vous avez envie il faut qu'on soit capable de calculer ces paramètres très très vite. Donc, on ne va pas chercher des méthodes qui sont des méthodes exactes ou des méthodes numériques trop complexes. Et je vais juste vous donner un petit exemple, une idée de la manière dont ça fonctionne. C'est un algorithme de gradient. Donc, de gradient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une idée assez intuitive qui consiste à dire finalement, je vais prendre des paramètres A, B et C, un peu quelconques au hasard. Je pars d'un peu n'importe où. A égale 1, B égale 5, C égale 3,2, n'importe quoi. Et puis, je vais essayer donc je suis quelque part dans cet espace de points A, B, C, et je vais essayer de voir en fait si je ne peux pas me déplacer un petit peu, c'est-à-dire que si je ne peux pas changer A un tout petit peu, B un tout petit peu, C un tout petit peu, pour améliorer localement les choses, c'est-à-dire pour avoir une situation qui soit un petit peu meilleure. Dit autrement, l'image, c'est que vous êtes dans un espace avec les trois paramètres A, B et C. Vous pouvez imaginer que c'est comme un espace en 3 dimensions. Vous êtes dans une montagne avec A, B et C qui font voilà, les 3 dimensions de l'espace. Et vous vous promenez là-dedans. Chaque point sur la montagne, en fait, il vous donne le nombre d'erreurs que vous faites en fonction de votre droite. Et vous cherchez à descendre le plus possible. Et pour descendre le plus possible, vous prenez le sens de la pente. Ça s'appelle un algorithme du gradient. C'est un algorithme très simple. On va regarder, et alors pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu un petit peu ce que c'était que les dérivés, c'est lié à ça. Mais en gros, ce que vous faites, c'est... Là, j'ai pris quelque chose qui est encore une description un petit peu plus simple encore que l'exemple précédent, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul paramètre. Il n'y a non pas les 3 paramètres A, B et C, mais il n'y en a qu'un seul. Vous voyez la courbe ici, vous cherchez le minimum. Ce que vous faites, en fait, pour essayer de chercher le minimum de cette courbe-là, vous allez vous déplacer, vous allez faire des petits pas, donc des petits pas en suivant localement le sens de la pente, donc le sens de la dérivée, plutôt pour les élèves de terminale, je pense, donc le sens de la dérivée, pour descendre le plus bas possible. Cet algorithme, il est très approximatif, il n'a aucune garantie de trouver le minimum local, etc. Il a plein d'inconvénients, mais en pratique,
en pratique, il fonctionne très bien quand vous faites de l'apprentissage. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être, voilà. Très vite maintenant pour conclure. Donc, ce qui est intéressant maintenant, la question qu'il faut naturellement se poser, c'est de se dire, finalement, je suis parti d'un jeu de données, j'ai trouvé un moyen de faire de la classification et de découper mon espace pour être capable facilement savoir si j'ai des 2 ou si j'ai des 7, si j'ai un stop ou pas de stop, si j'ai un chat ou un chien, etc. Mais finalement, je l'ai fait sur des exemples, j'ai appris sur un ensemble, sur des exemples que j'ai donnés initialement. Qu'est-ce qui me garantit que quand quelqu'un d'autre va écrire un nouveau 2 ou un nouveau 7, ou que j'ai une nouvelle photo de chat, eh ben, ça va marcher ou pas? Et bien ça, c'est une vraie question importante. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a développé, les algorithmes qu'on a développés d'intelligence artificielle, essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de calculer la moyenne empirique des erreurs. Mais il n'y a rien qui vous garantit qu'après, dans la vie réelle, ça va marcher. Et le miracle, c'est que ça marche aussi dans la vie réelle, grâce, et là aussi, c'est pour les élèves de terminale, je pense qu'en spé maths, vous devez voir la loi des grands nombres. Bon, j'espère. La loi des grands nombres qui vous garantit que quand vous prenez plein d'exemples, au bout d'un moment, c'est suffisamment, le nombre d'exemples ou le nombre de cas est suffisant pour qu'on se rapproche dans la réalité de l'échantillon initial. Et donc ça permet à la fin, avec un nombre d'exemples d'entraînement qui est relativement modeste, on arrive au bout d'un moment à garantir que ça fonctionne dans la réalité. Voilà, c'était peut-être un dernier transparent. Donc c'était juste évidemment très rapide et c'était juste pour vous donner un kind of flavor, enfin une espèce d'exemple ou d'intuition de ce qu'on pouvait avoir derrière. Je vous encourage, pour ceux qui aiment un peu les maths ou qui sont intéressés par le sujet ou qui veulent aussi découvrir simplement ce que c'est qu'un petit peu l'IA, d'aller voir ce site matadata.fr. Il y a en particulier, il y a un challenge, il y a un concours, il y a plein d'exemples qui sont des exemples très très simples. Alors le concours du moment, c'est reconnaître les 10 chiffres en construisant un réseau de neurones. Alors c'est une autre technique qui n'a rien à voir avec celle que j'ai présentée juste là, mais qui est aussi très accessible et très très simple. Et derrière, vous avez un challenge et vous allez comprendre comment en fait on fait de la reconnaissance d'écriture. Cette fois-ci, non pas sur le 2 et le 7, mais sur des exemples qui sont des exemples plus compliqués. Ce qui est important, il me semble, si vous avez un seul message, s'il y a un seul message, ce n'est pas tellement la technique que je vous ai décrite là, très brièvement et beaucoup avec les mains, mais c'est simplement vous dire, en gros, quand vous utilisez des algorithmes d'IA aujourd'hui déjà à tour de bras, d'abord, intéressez-vous, essayez de comprendre comment ça marche. Posez-vous cette question, c'est fondamental, parce qu'en fait, ces algorithmes d'IA, ils dominent notre vie aujourd'hui, notre vie publique, notre vie politique, ils sont utilisés partout, en permanence, etc. Vous ne pouvez pas juste être à côté de ces algorithmes, à côté de ça, et sans comprendre comment ça marche à l'intérieur. Vous devez vous questionner en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer forcément dans la technique et être un spécialiste du domaine, etc. Mais interrogez-vous, posez-vous les questions de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Je veux dire, c'est quoi, pourquoi est-ce qu'on appelle ça de l'apprentissage? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça fonctionne? Comment ils sont influencés, etc. Et ces questions-là, en tant que, moi, il me semble, fondamentalement, et là, je reviens plus sur des questions un peu plus politiques, c'est, en tant que jeune citoyen, vous devez vous intéresser à ces questions. Parce que ces algorithmes, ils jouent aujourd'hui un rôle déterminant dans nos vies, hein, dans votre voiture autonome, ou quand vous allez chez le médecin faire une radio. Demain, ce seront probablement des algorithmes qui vont à la fois vous conduire et qui vont aussi vous dire si vous êtes malade ou pas malade, et voir quel traitement est-ce qu'on va faire demain. Donc, ils sont dans nos vies personnelles en permanence, mais ils sont aussi sur les réseaux sociaux, ils sont partout. Donc, intéressez-vous et essayez de comprendre comment ça fonctionne derrière. On a besoin de citoyens éclairés. Et éclairés, ça ne veut pas dire spécialiste, mais ça veut dire comprendre ce qu'il y a derrière.